Ugongwelondele, ou le calme du samouraï qui transcende les attaques en tout genre. Dans l'arène politique, où le bruit l'emporte souvent sur le sens et où la polémique tient lieu d'arguments, rares sont les hommes capables de faire du silence une force et du calme une stratégie. Le ministre Ugongwelondele appartient à cette catégorie singulière des dirigeants dont la constance intérieure déjoue les attaques les plus frontales et désarme les controverses les plus virulentes. Homme politique exposé parfois violemment aux critiques de tous ordres, le ministre Ugongwelondele a été la cible d'attaques multiformes. Procès en incompétence, soupçons infondés, caricatures publiques, polémiques entretenues à dessein, et la liste n'est pas exhaustive. Là où beaucoup auraient cédé à l'emportement, à la justification permanente ou à la surenchère verbale, le ministre Ugongwelondele a fait un choix rare, celui de ne pas plier, mais aussi de ne pas répondre sur le terrain de l'agitation. Son attitude évoque celle du samouraï face à la tempête. Dans la tradition japonaise, le samouraï ne s'agite pas au premier choc. Il observe, encaisse, maîtrise ses émotions et reste fidèle à l'objectif supérieur auquel il est assigné. Ainsi en est-il de cet homme d'État Ugongwelondele qui, face au vent des controverses, a su conserver intacte sa volonté de servir, sans jamais chercher à se justifier à tout prix, sans jamais se départir de son sang-froid. Cette posture n'est ni de l'indifférence, ni de la faiblesse. Elle est le signe d'une grandeur d'esprit assumée, d'une confiance profonde dans la mission confiée et dans le sens de l'histoire. Servir le chef de l'État dans la loyauté et la discipline républicaine, sans céder aux provocations ni se laisser détourner par les clameurs passagères, relève d'une conception exigeante et noble de l'engagement politique. Le calme du ministre Ugongwelondele n'est pas un retrait, mais une force intérieure. Il traduit une capacité à séparer l'essentiel de l'accessoire, l'action du bruit, le devoir de l'ego. Là où certains répondent à l'attaque par l'attaque, le ministre Ugongwelondele oppose la continuité de l'action, la rigueur du travail et la fidélité à la vision présidentielle. Dans un contexte politique souvent marqué par l'instantanéité et l'excès, cette attitude tranche et rappelle que le leadership véritable ne se mesure pas à la virulence des répliques, mais à la capacité de tenir le cap malgré les tempêtes. Comme le samouraï qui avance sans détour, indifférent aux cris de l'adversaire tant que l'objectif demeure, le ministre Ugongwelondele poursuit sa trajectoire avec une sérénité qui force le respect. À l'ère des réseaux sociaux, devenus trop souvent des temples de la perversion, des abattoirs des carrières et des tribunaux populaires, où la clameur publique condamne sans preuve et parfois sans raison, sous la forme des procès d'intention et en sorcellerie, la posture du ministre Ugongwelondele prend une résonance particulière. Dans cet espace numérique où l'émotion prévaut sur la vérité et où l'instantanéité détruit la nuance, il oppose le temps long de l'action, la discrétion du service rendu et la fidélité silencieuse à l'intérêt général. Car l'engagement du ministre Ugongwelondele ne se donne pas en spectacle. Il se vit loin des caméras, dans le silence du travail accompli, dans la constance des actes et dans la loyauté sans tapage. Et pour finir, Christ Richnel Simba, je rappelle que vous êtes l'auteur de votre 8e livre à paraître, livre intitulé « La décennie de la jeunesse, enjeu majeur pour une transition intergénérationnelle accomplie ». Mais cette jeunesse, ou plutôt je dirais, une bonne partie de cette jeunesse n'a de cesse de s'illustrer ces derniers temps, sinon depuis beaucoup de temps quand même, de manière, sinon de façon peu amène sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cela vous inspire au fond? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question de vitalité de notre combat, de notre ambition, je voulais dire, parce que en tant que jeune, il est normal d'aspirer à cette transition intergénérationnelle qui, qu'on le veuille ou pas, finira par s'imposer. Il faut qu'on le dise. La transition intergénérationnelle finira par s'imposer, qu'on le veuille ou pas. Mais ce que nous vivons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pour moi,
révèle trois problématiques. Allons-y donc. Primo, c'est d'abord un problème d'éducation. Parce que lorsqu'on est bien éduqué, lorsqu'on est assis sur une éducation viable et fiable, on ne vient pas en public, parce qu'en réalité, les réseaux sociaux sont d'abord un espace privé, puisque chacun a son compte, mais un espace privé ouvert au public. Donc on n'utilise pas cette position. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont une double dimension. D'abord privé parce que le compte est personnel, mais aussi une dimension publique parce que ce qu'on y publie, tout ce qu'on y dit sur son compte personnel est à vocation publique. Et donc dans cette dimension, lorsqu'on est assis sur une bonne éducation, on ne vient pas pour injurier qui que ce soit, soit-il aîné ou petit. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire d'accord pour la critique et non pour les juges. Même quand on a des choses, parce que l'action publique est assujettie à la critique, l'action publique est assujettie au jugement du citoyen lambda, c'est vrai. L'action publique appelle forcément une analyse, une observation une observation forcément. Et cette observation-là peut être à l'ouest de ce que l'acteur lui-même pense. On n'est pas obligé d'être d'accord avec celui qui officie à la destinée publique. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Mais même dans la façon de le dire, lorsqu'on jouit, lorsqu'on est assis sur une bonne éducation, on reste dans le cadre stricto sensu de la critique objective. On reste éduqué, on reste poli. On ne verse pas dans la critique subjective. Mieux, on ne verse pas dans l'insulte, dans l'injure. Or, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, primo, il y a ce problème. Secondo, il y a un deuxième problème. J'ai peur que cela ne fausse notre approche. Certes, dans la tête de tout jeune aujourd'hui, la transition intergénérationnelle est une évidence qui doit s'imposer et qui va s'imposer. Les jeunes veulent aujourd'hui accéder aux hautes fonctions de l'État. Mais est-ce que l'approche dont nous usons, certains pour certains jeunes, est-ce que cette approche-là est forcément la meilleure? Est-ce que c'est par l'insulte, par l'invective, par les injures que nous allons obliger ou forcer l'adhésion de nos aînés à notre ambition, à cette dynamique de transition? Je ne pense pas. Parce que si les aînés, dans leur orgueil, dans leur fierté d'aînés, cherchent à faire comme nous, vous voyez que nous allons donc nous installer dans un conflit de génération. Mais pourquoi un conflit de génération? Parce que le cadet ou les cadets n'ont pas d'abord respecté le b.a.-ba de ce que nous sommes, nous autres bantous, c'est-à-dire le respect des aînés. Tertio, cette façon de faire, pour moi, dénote une incompréhension même de notre ambition. Et cela me fait encore plus peur. Pourquoi? Lorsqu'on aspire à une fonction, ça veut dire qu'on connaît la fonction. Ça veut dire qu'on a compris les enjeux autour de cette fonction. Mais ça veut donc dire que cela appelle en nous une certaine respectabilité de la fonction. Comment le jeune qui aspire à être ministre, à devenir ministre demain, peut-il manquer le respect aujourd'hui sur les réseaux, direction centrale, que sais-je, peut-il manquer de respect à celui qui en incarne aujourd'hui la fonction? Vous voyez que cette façon de faire dénote donc de l'irrespect de la fonction. Et si nous ne respectons pas cette fonction, si nous ne respectons pas cette dimension administrative, saurons-nous en incarner l'esprit? Ça veut dire que nous ne saurons pas être respectueux de la fonction lorsque viendra à notre tour d'assumer cette dernière. Et cela me fait d'autant plus peur. Voilà pourquoi dans un de mes ouvrages intitulé « J'ai peur de nous », j'ai dit que j'ai peur de cette jeunesse. Alors, qui ne respecte rien. Vous êtes vraiment jeune, hein? Mais d'ailleurs, je le dis dans le même texte. Je dis cette jeunesse à laquelle j'appartiens d'ailleurs. J'ai peur de nous. C'est ça le titre, j'ai peur de nous. Parce que lorsqu'on ne peut pas respecter la fonction à laquelle on aspire, cela prouve que non seulement on ne saura pas l'incarner, mais qu'on n'a pas compris. Vous voyez, aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a sidéré, monsieur le journaliste. Un chef d'État, on prend le portrait officiel qui fait partie des symboles de la République. On dénude un chef d'État, on publie sur les réseaux et on est content de le faire. On peut ou ne et les pas gens sont contents de liker, de publier, on peut ne pas être d'accord avec un chef d'État sur sa gouvernance. On peut même critiquer sa gouvernance. On peut même ne pas le supporter. Parce que dans tous les cas, chaque action publique appelle la critique. Aller jusqu'à dévoyer un symbole de la République. C'est un acte très grave qui prouve que j'ai raison d'avoir peur de nous. Est-ce que vous êtes en train, comme il dirait, d'appeler à sanctifier potentiellement l'encadrement des réseaux sociaux? Mais vous savez, on évite de tomber dans le piège de la censure. Même dans les pays développés, il y a ce problème-là, l'encadrement des réseaux sociaux. Mais moi, j'en appelle plutôt au pouvoir public, non pas pour la censure, mais pour que les pouvoirs publics aujourd'hui travaillent
à investir aussi ces réseaux-là, à être présent sur ces réseaux, ne serait-ce que pour permettre la circulation de la bonne information. Aujourd'hui, il y a des médias puissants qui existent sur ces réseaux, mais qui excellent dans la désinformation, qui excellent dans la manipulation. Mais à côté, que font les pouvoirs publics? Vous voyez donc, sur cette dimension, les pouvoirs publics ont leur part de responsabilité. Il faut qu'ils travaillent à investir dans un pays où 76% de jeunes, de la population est jeune, une jeunesse massivement connectée, majoritairement connectée. On ne peut pas faire comme si cet univers virtuel n'existait pas, monsieur le journaliste. Et si ces jeunes, au fond, ont essayé d'envoyer une image comme quoi, parce que ces jeunes se sentiraient désabusés et abandonnés? Cela pose toujours le triptyque que je viens de poser, l'éducation, la démarche, et la compréhension même de notre ambition. Pardon, on aura fini par là. Vous dites que nos jeunes ne seraient pas éduqués dans leur majorité? C'est fort que de le dire. Je n'ai pas dit cela, mais j'en appelle à chacun de nous de se faire une idée en faisant un tour sur les réseaux sociaux, monsieur le journaliste. À contre-courant d'un monde avide de visibilité et de réaction immédiate, l'engagement du ministre Hugo Ngolondele rappelle que les œuvres durables naissent souvent dans le calme et que les hommes d'État les plus solides sont souvent ceux qui parlent peu mais agissent beaucoup.